Je vous propose, comme on a des intervenants de grande qualité dans la salle, mais aussi une vidéo de Philippe Wender, de vous montrer la vidéo que Philippe Wender nous a envoyée, et puis après de donner la parole à nos intervenants. Alors, je vais essayer de la retrouver, voilà, de la mettre au début. Et ça devrait fonctionner. Citoyennage est très heureux d'avoir été invité à cette présentation publique de la charte éthique rédigée sur la demande de la ministre de l'Autonomie, Brigitte Bourguignon, rédigée par l'atelier éthique. Pourquoi cette charte concerne les personnes âgées, en général, le citoyennage en particulier? Eh bien, parce que cette charte décrit la façon dont on devrait, les soignants devraient s'occuper le mieux possible des personnes, des résidents en établissement. Donc ça, on a bien compris ça, et ça nous intéresse beaucoup, bien sûr. D'un autre côté, il est sûr, enfin pour ceux qui nous connaissent et pour ceux qui ne nous connaissent pas, citoyennage, le mouvement citoyennage a des prétentions éthiques. De toute façon, on ne peut pas être citoyen sans s'intéresser à l'éthique. Un bon exemple de l'engagement éthique de citoyennage, c'est la demande des personnes âgées pour le plus possible de liberté. Voilà, donc voilà ce qu'on peut dire pour commencer. Donc il y a donc un effet miroir dans cette charte. Il y a ce que nous doivent les soignants et ce que nous devons recevoir pour vivre. Moi je dis qu'on peut, en général, à citoyennage, on dit qu'on peut être heureux en résidence. Il n'y a pas de doute à ça, mais pour autant, il faut bien sûr y mettre les moyens et y donner. Et cette charte, il donne aussi, dans les moyens, il n'y a pas que des moyens matériels et personnels. Bien sûr, il y a des moyens. Plus il y aura de personnel, et mieux on sera traité. Mais il y a aussi donc des moyens, des moyens éthiques, les moyens les règles les règles. Enfin, c'est pas des règles, hein, les recommandations. Hein, la charte, j'ai bien compris aussi que la charte n'était pas posait pas des règles, mais elle posait des recommandations. Alors, nos projets dans ce cadre, c'est une vie sociale, la plus possible. Il y en a une qui nous touche et qui touche, qui a touché l'actualité de plein fouet pendant la crise. Bon, la crise, quand je dis pendant la crise, cette crise n'est pas finie, mais elle n'a pas la même dimension qu'au début. Ce qui nous avait beaucoup touché et ce qui a fait l'objet de beaucoup de discussions et de comptes rendus et d'études, c'est que la charte dit bien il faut demander l'avis des personnes le plus possible, au plus loin possible. Cet avis peut être des fois pas directement reçu. La réponse à une demande des soignants peut être pas directement reçue. Les soignants peuvent poser une question et on va pas et n'obtiendront pas une réponse par oui ou par non, mais ils obtiendront une sorte, ils obtiendront de la part de personnes en difficulté d'expression, eh bien, ils obtiendront quand même
un genre de réponse, une sorte de une façon de répondre, donc qui n'est pas la plus immédiate, mais qui doit être prise en compte. Nos réponses doivent être prises en compte au plus loin possible et le plus longtemps possible. C'est d'ailleurs très intéressant pour les soignants. Je pense que plutôt que il faut traiter des personnes qui répondent à leurs sollicitations est évidemment très important pour eux. Maintenant, comment cette charte, comment on peut s'approprier cette charte? Alors, les résidents, les citoyennages est prête, je l'ai dit, j'avais dit lors de la présentation à la ministre, le citoyennage est prêt à s'approprier cette charte et à en faire la promotion dans les résidences. Hein. Ce qu'on demande depuis, ce que le citoyennage demande depuis toujours, hein, c'est depuis la création du mouvement, il y a 25 ans, pour ceux qui, pour situer bien les choses, hein, c'est pas un mouvement jeune, citoyennage, c'est un mouvement ancien et solide, qui a évidemment pris de l'importance au moment de la crise. Mais ce que le citoyennage préconise depuis toujours, c'est une relation, enfin des réunions les plus importantes, les plus poussées possibles. Bon, pas les plus fréquentes, hein, il ne s'agit pas de se réunir toutes les semaines pour faire le point. Ce n'est pas des réunions de direction, mais il s'agit de faire des réunions d'information de nos besoins, enfin, informer le personnel de nos besoins. Et là, on peut faire la promotion de la charte auprès du personnel et en discuter de la façon dont nous on le ressent et dont eux doivent la mettre en pratique. Alors, ces temps de formation, ces temps de réunion sont des temps de formation. Et la formation des personnels, des soignants, n'est jamais du temps perdu. D'abord, la formation est prévue dans leur statut, mais c'est jamais du temps perdu. Évidemment, comme on manque du personnel, les directions nous rétorquent toujours, on n'a pas le temps. Mais je crois vraiment qu'il faut prendre le temps. Et prendre le temps, c'est gagner du temps. Voilà ce que j'essaye au nom de Citoyennat, le message que je voudrais vous faire passer. Il y a un autre aspect, bien sûr, de la charte à laquelle on peut s'associer, c'est la médiatisation de cette charte auprès du grand public. Mais ça c'est un autre chantier. Et enfin, un dernier point, vous savez, le citoyennage s'intéresse aux personnes à domicile, et il faut certainement aussi étendre et adapter la charte aux personnes aidées à domicile. Je pense que vous avez été sensible au fait que, quand il dit au début, Philippe Wender, quand on est citoyen, on se pose nécessairement des questions d'éthique. Je trouve ça vraiment intéressant et je trouve que ça aurait de l'allure aussi. Et là, on n'est pas effectivement dans la déontologie où ce serait des règles professionnelles, mais si l'association était, elle, absolument, était, elle, en train de promouvoir la charte, on serait dans un mouvement intéressant. Véronique Levieux, en tant que... Vous voulez bien? Non, mais je vais... Alors, Emmanuel me rappelle opportunément que en 2016, l'Espace Éthique a publié une charte éthique et relations de soins au domicile, qui est spécifiquement sur le dernier point qu'abordait Philippe Wender, et qui, comme selon la méthode habituelle de l'Espace Éthique, a été aussi élaborée avec un grand nombre de personnes. Voilà, exactement. Peut-être Véronique Levieux, en tant qu'adjointe à la maire de Paris en charge des seniors et des solidarités entre les générations, à la fois peut-être les échos que vous font ce que vient de dire Philippe Wender, je vous voyais prendre quelques notes en l'écoutant, et puis peut-être, puisque la question qu'on vous a posée à tous était un peu en termes de valeurs
l'accompagnement du grand âge, des personnes qui avancent en âge aujourd'hui, demain. Qu'est-ce que vous retenez, qu'est-ce que vous mettez en avant dans les actions de la ville de Paris dans ce secteur? Bonsoir à toutes et à tous, tout d'abord, et merci beaucoup Fabrice et Emmanuel Hirsch pour cette invitation. Je ne sais pas si je suis la personne la plus qualifiée de la soirée pour parler du sujet, mais en tous les cas, vous avez raison, c'est un sujet sur lequel on s'est évidemment beaucoup penché ces derniers mois avec l'ensemble des équipes de la ville, que ce soit du département, de la DAZES ou du Centre d'action sociale de la ville de Paris. Donc moi, je suis adjointe à la maire de Paris en charge des seniors depuis un an, un peu plus d'un an et demi, une année et demie extrêmement dense, vous pouvez l'imaginer, avec tout un écosystème d'acteurs et d'institutions que j'ai pu découvrir en accéléré et surtout au contact d'équipes, quel que soit leur lieu d'exercice professionnel, extrêmement impliqués, motivés, mais qui étaient à un moment dans un processus de machine à laver sans fin, avec une pression voilà, extrêmement forte. Et donc, je pense que vraiment, le premier mot que je voudrais vous dire, c'est de sincèrement vous remercier pour tout le travail que vous avez quelque part imposé à l'agenda national, cette réflexion sur l'éthique. Non pas que l'éthique ne faisait pas partie, évidemment, des métiers du grand âge et du quotidien des professionnels, mais dans cette crise tout à fait particulière que nous connaissons encore, il était temps que les uns et les autres puissent un peu mettre la tête hors de l'eau et se sentent légitimes à se poser ces questions, à s'accorder ce temps de réflexion. Et c'est la démarche qui a été la mienne avec les services avec lesquels vous étiez déjà en contact, de se saisir de la démarche que vous proposiez pour permettre aux équipes, que ce soit celles des EHPAD, du CASVP, comme des EHPAD présents sur le territoire parisien, mais aussi des professionnels intervenant à domicile, notamment au sein du CASVP, de se saisir de ce temps de réflexion et d'appropriation alors que, de certains enjeux, alors qu'ils subissaient une mise en œuvre extrêmement lourde et pénible, de contraintes très très lourdes, privatives de liberté pour les personnes auxquels ils apportaient du soin et qu'ils protégeaient, mais que pour certains, en même temps, on voyait bien qu'il pouvait y avoir des impacts négatifs et que on n'atteignait pas cet objectif de protection. Sans compter évidemment l'impact pour les familles, je sais qu'il y en a qui sont présentes ici, et donc ce temps de réflexion qui est vraiment en cours, et c'était pour le guide repère, où je sais qu'on a eu un travail, vous avez gentiment accepté de faire un travail avec des directeurs d'EHPAD parisiens. Il y a eu ce temps-là, et puis après, évidemment, on s'est fort logiquement saisi du travail, de la charte, de ce que vous avez proposé, qui va au-delà donc des EHPAD. Et je sais que assez souvent, quels que soient les sites, les centres d'accueil de jour ou autres établissements que je visite, assez vite, je vois un petit carré vert qui est présenté quelque part. Donc c'est vraiment un outil, je pense qu'un grand nombre de professionnels s'en sont saisis, qui a suscité des modalités de réflexion propres à chaque établissement, mais en tous les cas, par exemple, au sein du Centre d'action sociale de la ville de Paris, ça a impulsé un certain nombre de débuts de pratiques, d'organisation, de comment on échange, on se pose des questions, de comment on peut enclencher dans la durée, c'est-à-dire qu'il y a la crise, on y est encore, mais on voit bien que l'enjeu, c'est de poser cette réflexion éthique dans la durée, au-delà de cette crise. Comment peut-être changer les regards, les pratiques, les modalités d'expression. Et dans un premier temps, je dirais que c'est une opportunité d'abord pour les professionnels eux-mêmes, de reprendre confiance en eux par l'expression, parce qu'ils ont été dans un moment où ils avaient presque, je ne dis pas qu'ils n'avaient plus confiance en elles, mais ils étaient dans l'imposition de recommandations, de protocoles, de règles qui leur empêchaient presque d'avoir ce temps de distance. Et donc là, ça a été, quand on reprend distance et qu'on se donne la possibilité d'apprécier
eh ben, c'est qu'on est en capacité, on reprend confiance aussi sur d'autres aspects. Je le pense notamment aussi à des professionnels. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup focalisé sur les EHPAD avec une tendance à un moment donné à un EHPAD bashing qui a aussi heurté aussi des professionnels. Mais il y avait tous les intervenants à domicile, les services d'aide à domicile, de soins à domicile, dont on a peut-être moins parlé. Et par exemple, la semaine dernière, le centre d'action sociale, on les a réunis. Ça faisait 350 personnes qui sont venues pour leur dire merci, tout simplement merci. Ce sont des femmes pratiquement à 95%, mais il y avait des hommes qui ont surmonté leur peur au quotidien pendant le plus fort de la crise. Ce sont souvent des femmes, enfin, personnels en tous les cas, qui travaillent à Paris mais qui viennent de loin, qui ont dû prendre le métro, qui ont eu des situations familiales compliquées, qui avaient beaucoup d'appréhension dans des contextes où on ne savait pas comment se positionner. Certaines s'habillaient ou se changeaient sur le palier pour ne pas risquer d'amener peut-être le virus à l'intérieur. Ils ne savaient pas comment l'intérieur des personnes vulnérables auxquelles elles se rendaient, comment c'était traité. Ce qu'elles savaient, la conviction qu'elles avaient, c'est que malgré ces craintes, ces peurs, ces appréhensions, il fallait y aller. Parce que elles étaient la seule personne que ces personnes allaient rencontrer peut-être voilà, dans la journée ou sur plusieurs jours. Et en fait, si je parle de ces femmes-là notamment, c'est que je sais qu'elles ont eu un temps d'échange sur la base de la charte et je sais qu'elles s'en sont saisies aussi sans doute pour pouvoir mettre certains mots et certaines expressions sur leur vécu et aussi valoriser ce travail. Parce que grâce à la charte, ça permet aussi, je pense, de valoriser toute une section de métiers et de professions dont on ne parle pas souvent, dont on parle mal. Voilà. Et donc ça aussi, c'est ce remerciement que je voulais vous adresser, parce que pour les professionnels, c'est important. Donc là, il y a certaines initiatives qui sont en train de prendre forme dans les EHPAD. Là, au Centre d'action sociale, il y a un plan stratégique sur l'évolution des EHPAD. Et on sait que c'est une partie importante. Et de renouveau aussi, dans le cadre des relations avec les familles et avec les résidents, qui est extrêmement important. Donc là, je rejoins évidemment Monsieur Wender et je notais, je pense, notre responsabilité auprès aussi des résidents et de leurs proches de diffuser la charte. Et donc il y a cette réflexion qui va même jusque, par exemple, on a des sites qui vont évoluer, on va devoir faire des travaux, changer... Et là, il y a des cadres de réflexion partagés avec les proches, avec les résidents, avec les professionnels, pour se projeter sur le devenir de site. Donc cette crise a été douloureuse, elle l'est encore. Il y a des traumatismes qui dureront, qui vont être un travail de deuil qui va extrêmement... Non, je crois que ça a été évoqué tout à l'heure, ce travail que même les professionnels avaient l'habitude de faire, puisqu'ils accompagnent au quotidien. Souvent, évidemment, si la place, mais qui est un débat général en dehors des établissements, c'est de changer le regard sur les personnes âgées, évidemment, sur l'âge, sur la vieillesse. Ça, c'est un enjeu qui est immense. Il y a beaucoup d'écrits, il y a beaucoup de choses de dites. Mais on sait bien que dans les actes, il y a un travail encore de longue haleine à faire. Et ça aussi, cette réflexion permet d'y contribuer. Je m'arrête pour le moment. J'espère que je n'étais pas trop confuse. Pas du tout, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir aussi rappelé le travail au long cours qu'on mène avec vous. Et moi, on va continuer dans les semaines et les mois qui viennent d'avoir ce travail, notamment autour d'une appropriation de la charte avec les services. Merci beaucoup. Et je pense que ce que je retiens, et Emmanuel Hirsch est souvent attaché, il le rappelle souvent aussi, c'est votre premier point, la première idée où vous avez dit que il y a un enjeu fort à conserver un espace pour la pensée, y compris quand les situations sont angoissantes ou inquiétantes ou en situation de forte incertitude, et de conserver une forme de distance ou de recul, et ce que nous on appelle souvent un espace pour la pensée. Et si l'éthique peut permettre ça, elle n'est pas totalement inutile, et notamment quand c'est un espace pour la pensée qui est partagé avec d'autres et que ça permet de résister aussi à une forme de pression, à une forme d'inquiétude. Merci beaucoup. Pierre, je te passe peut-être la parole, si tu veux bien, avec un point de vue qui est en tant que directeur de plusieurs EHPAD, peut-être pour nous resituer dans ce contexte-là particulier des établissements. Et je veux bien que tu nous dises aussi quelques mots de l'ouvrage que tu viens de faire paraître.
Nous t'écoutons. Merci aussi de pouvoir poser la question au-delà de la question des EHPAD. Parce que la question, c'est comment on doit faire face comment on doit en tout cas réinventer la question de l'accompagnement des âgés et pouvoir le positionner non pas comme une question de la perte, parce que c'est aussi de ça comme ça qu'on l'a vécu ces derniers mois, comme quelque chose qui était très mortifère, pour l'envisager dans quelque chose qui est plus léger et que j'ai coutume de dire qu'il y a l'opportunité là de réenchanter les solidarités. Le travail que je mène, donc moi je suis effectivement directeur de 4 EHPAD publics en Loir-et-Cher, et un des sujets de fond qui a été rappelé par Madame l'adjointe au maire, c'est que la nécessité de penser au long cours, et que c'est pas seulement à travers la crise c'est pas dans la crise qu'on permet de faire émerger une réflexion profonde sur l'accompagnement, sur les logiques d'accompagnement et sur les logiques de parcours. Et donc le travail qui a été fait à travers ce guide et la réflexion que le CCNE porte sur la façon dont on peut et comment on peut accompagner une réflexion éthique dans les établissements, elle est fondamentale. Je vais essayer de faire un point un peu rétrospectif. C'est un peu émouvant aussi pour moi de parler devant vous, parce qu'il y a un an, jour pour jour, mon EHPAD de Bracieux a connu un très gros cluster, 68 résidents sur 85 tombés malades. On pensait être débarrassé après la crise. Et là, depuis 2 jours, je suis de nouveau en cluster dans mes établissements. Preuve en est que la question de nos réflexes, de notre acculturation à une crise qui dure, la façon dont on envisage les droits, est fondamentale. Et à travers cette chronologie de faits, je vais essayer de témoigner comment la réflexion éthique est venue d'une part guider notre action en période de crise et comment elle permet de réenchanter un modèle qui arrive au bout de course, qui est le modèle de l'EHPAD. Alors la première des choses, c'est qu'il faut resituer rétrospectivement ce qu'était un EHPAD. C'était une transition d'une maison de retraite vers une aspiration où on viendrait passer sa retraite quand le processus de vieillissement prendrait le dessus. Et d'un seul coup, au début des années 90, on est devenu des EHPAD, des établissements d'hébergement des personnes âgées dépendantes, où la question de la retraite est passée au second plan pour interroger la question de la dépendance. Et donc, du coup, on était devenu non plus une maison, mais un établissement. Et que du coup, la logique de service était non plus d'accompagner la question de l'âge et de la retraite, mais de suppléer la question de l'indépendance. Et pourquoi je fais exprès de ce rappel presque chronologique? C'est qu'il est venu surtout montrer l'impensé de la question du vieillissement de ces 30 dernières années. Et qu'on a été télescopé avant tout par la question de la dépendance, avant de penser la question de l'âge. Et que c'est ça qui est venu finalement abîmer notre secteur et qui est venu en fait tarir toute forme de raisonnement profond sur quels sont les choix collectifs, sociétaux que nous faisons dans l'accompagnement de nos âgés. Arrive cette crise sanitaire qui est venue finalement parachever la déliquescence d'un modèle d'EHPAD impensé où on s'est retrouvé, je passe les détails de la réforme de la tarification, mais qui est venu un peu plus mettre en avant que dans nos établissements vivaient les plus fragiles d'entre nous. Pas forcément les plus âgés, tel qu'on l'a dit, mais les plus fragiles, les plus dépendants. Et on a opéré du coup un changement sur la question de la fragilité et donc du coup de la perte. J'ai été saisi en mars 2020 que la première consigne qui nous a été donnée, c'est d'envisager qu'il revient au directeur, blablabli, blablabla, et d'organiser la gestion. Et là, c'est pour moi non pas seulement un choc éthique qui s'est appliqué, mais c'est aussi une profonde vision philosophique. Est-ce que c'est à moi, en tant qu'individu, persona nominae, de dessiner ce qui va se passer dans les prochaines semaines, les prochains mois, et pourquoi pas les prochaines années dans nos établissements? Et donc, il y a eu une urgence pour moi d'organiser le dissensus, pour qu'on trouve ensemble un consensus. Et cette phrase, elle est d'Yves Clos, un grand psychologue du travail que j'ai eu la chance de côtoyer, et qui est fondamentale. C'est de se dire que ce qui se joue dans nos établissements n'est pas d'héberger des personnages dépendants. Ce qui se joue dans nos établissements, c'est d'accompagner des hommes et des femmes en situation de vulnérabilité dans leur parcours de vie, qui, à un moment, se retrouvent à nous confier leur avenir. Et quand on fait le pas de côté, en s'appuyant certainement sur la démarche éthique, en tout cas de prendre ce temps d'organiser le dissensus, c'est-à-dire d'organiser la conflictualité interne de ce qui se passe dans nos vies, mais ce qui se passe aussi dans le collectif, pour ne pas que ce soit sur la question d'un individu, mais que ça soit bien une responsabilité collective. Ce qui a été formidable, Fabrice me connaît, c'est qu'il était une fois. Il était une fois, quand on donne la parole aux gens, c'est fou, ils apprennent.
Il était une fois que quand on donne le pouvoir aux familles et aux résidents de retrouver le chemin de leur vie, alors ils font des choix qui ne sont jamais des choix contre les équipes ou l'institution, mais des choix avec l'institution. Ça nous a appris des choses. Ça nous a appris qu'on pouvait prendre des risques et que l'autre n'était pas une menace. La question, Fabrice, je ne vois pas, alors je vois que Fabrice, alors j'essaie de m'accrocher à Sandra. La question fondamentale, la première fois quand on a fermé les portes, on a été... Merci. On a posé la question fondamentale, c'est est-ce qu'on se protège de mourir ou est-ce qu'on se permet de vivre? L'idée, ce n'était pas d'être des fanjous, c'était peut-être aussi d'être à notre sorte des aventuriers de l'âge perdu. Quand on permet le lien social, quand on considère que l'autre est toute sa vie aimant, aimable et aimé, alors il n'y a aucune décision qui est difficile. Il n'y a aucune décision d'irrévocable. Et que c'est en organisant ce dissensus qu'on arrive à passer des caps ensemble. Je vais vous raconter une histoire. Sur les 3 établissements que je gère, à proximité, j'ai la chance d'avoir des adjoints formidables, mais qui ont des cultures professionnelles très différentes. Certains voulaient nous claquemurer pour être sûrs que le virus ne rentre pas. D'autres voulaient absolument que ça soit open bar et qu'on ne contrôle rien et que c'était liberticide d'enfreindre quoi que ce soit. Le tout, c'était de trouver la médiane. Comment, ensemble, on pouvait faire en sorte que dans cette logique de peur, dans cette logique de crainte, on puisse permettre à l'autre d'exister. Cette équipe s'est réunie en visioconférence en invitant les familles, les résidents, les élus du territoire, entre le mois de mars 2020 et le mois de mai 2021, 19 fois en visioconférence, spécialement dédiée, pas seulement à la gestion de crise, sur les enjeux humains et éthiques de la période Covid et la façon dont on faisait évoluer le modèle. Et vous savez ce qui est ressorti de ça, au lieu de la seule gestion de crise, c'est qu'on a dit qu'on ne voulait plus être un EHPAD hébergeur de personnes âgées dépendantes. Notre métier n'était pas d'accompagner seulement la dernière séquence de vie d'hommes et de femmes, mais d'être des accompagnateurs de parcours de vie, depuis le domicile jusqu'à l'établissement, en organisant 2 choses. C'est que la question du choix, on n'a pas évoqué encore. Le choix de pouvoir vieillir et de comment on veut vieillir, comment on veut vivre et comment on veut mourir. Que ce choix, il doit pouvoir s'entendre sur un volet de réversibilité. Il y a quelque chose qu'on entend très peu dans les enjeux du vieillissement, c'est comme si le choix qu'on faisait à un instant T de sa vie devenait dès lors définitif, irréversible. Je défends aujourd'hui, nous défendons aujourd'hui, familles, professionnels et avant tout les résidents, que la question des EHPAD est moins celle d'être hébergé que de pouvoir trouver une équipe ressource qui accompagne dans un moment de sa vie qui est le moment de la grande fragilité. Et finalement, il n'y aurait pas un EHPAD, mais 2 types de métiers. Le premier, c'est d'accompagner les parcours de vie entre le domicile et l'établissement pour permettre d'avoir des espaces de répit, espaces de récupération, comme des formes de soins intensifs de l'autonomie, mais pas seulement pour la personne âgée, aussi pour les dents, parce qu'il y a de la souffrance, parce qu'il y a aussi un autre regard qu'on pose, et que la question de l'accompagnement du regard doit pouvoir se faire dans le temps et en laissant à l'espace ce que la collègue a dit tout à l'heure, je trouve ça très beau, un espace pour la pensée, parce que c'est en laissant cet espace pour la pensée qu'on permet de la construire. Et le deuxième volet de notre métier qui devra évoluer, si on veut être au rendez-vous de la citoyenneté et de la démocratie, c'est que dans cette fonction d'hébergement de la plus grande fragilité, c'est considérer que nos résidents sont avant tout des citoyens. Et si on pose la question, c'est quoi l'EHPAD de demain? C'est un établissement qui permet le plein exercice de la citoyenneté. Et dans la question de la citoyenneté, il y a la possibilité de faire des choix. Je ne rentrerai pas dans la technique sur la très grande dépendance ou comment on permet d'accompagner ces étapes séquentielles de vie. Ce que j'ai appris, moi, Fabrice, de cette époque-là, c'est que la question du débat démocratique, qui interroge aussi des fondements éthiques, c'est-à-dire une aspiration aussi, au-delà de ça, collective, à faire des choix sur qu'est-ce que nous considérons les plus fragiles d'entre nous et qu'est-ce que nous leur mettons à disposition. C'est fantastique parce que dans mes 4 établissements, on a eu des vrais débats d'idées extrêmement durs, parfois tranchés. Et qu'aujourd'hui, alors qu'on se retrouve, alors que je n'en voulais plus de ces clusters, je me retrouve aujourd'hui, là je vous parle du 30 novembre 2021,
dans un établissement qui a encore un gros cluster qu'on doit gérer, et malheureusement, on vient de décompter un décès ce soir. On a considéré qu'aujourd'hui, nous ne pouvions pas, nous faisons le choix de protéger sans isoler, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plus grande garantie qu'on doit permettre à nos résidents, c'est d'être aimant et aimé toute sa vie et de permettre d'avoir ce lien social toute sa vie. Et que la question du risque de la contamination, du risque de contamination, on sait la gérer sans abolir le lien intime que nous avons entre les résidents et leurs proches. Si demain on doit faire un choix, parce qu'on ne sait pas combien de temps cette crise va durer, et on voit bien que c'est au-delà de la crise, c'est quel modèle nous souhaitons collectivement, c'est de moins considérer la perte, mais le gain. Qu'est-ce que dans le parcours d'autonomie, nous pouvons ensemble réenchanter? Tu as parlé du bouquin « Les aventuriers de l'âge perdu ». C'est avant tout un plaidoyer pour dire qu'il n'y a pas d'opposition entre l'institution, la famille et le résident et le reste de la société civile, que le débat démocratique ne repose pas sur une organisation ou une administration, et que je défends un modèle clair, et quand je dis je, là-dessus j'engage mes établissements, j'engage les familles qui se sont engagées à mes côtés et les résidents. Il devient nécessaire de créer un statut, un vrai statut, comme le statut du représentant des usagers dans le secteur de la santé, parce qu'aujourd'hui on a un vrai déficit de représentativité des personnes âgées et de leurs aidants dans nos institutions. Garantir du droit, c'est permettre d'organiser la conflictualité interne. Je ne serai pas beaucoup plus long parce que je ne vois pas la résonance, mais c'est bien à partir du droit et à partir d'un projet collectif, d'un projet de société qui nous manque tant, et je l'ai rappelé à Brigitte Bourdillon, un des sujets qui nous manque aujourd'hui, à travers la loi qu'on aspirait tous, c'est de fixer une ambition sociale sur la place des plus fragiles d'entre nous. Et elle ne se situe pas que dans les établissements, elle se situe bien dans cette logique du respect du choix, d'une part de la personne âgée et de ses aidants qui, à un moment de notre vie, sont exposés à la fragilité. Donc c'est bien reconnaître le droit à la fragilité. Et si on fait le lien avec ce soir, pour moi il est essentiel, quand on interroge la fragilité des âgés, c'est qu'on permet à chacun d'entre nous de considérer qu'il a le droit d'être vulnérable à un moment de sa vie. Merci beaucoup Pierre. Je vais retenir deux choses de ce que tu dis, puis ça fera la transition avec ce que va nous dire Laurence probablement. La première chose, c'est organiser le dissensus. Et je trouve la formule vraiment intéressante, surtout que tu la lis à la question de la démocratie, et donc de créer les conditions pour que s'expriment des visions et des façons de faire différentes et essayer d'avancer sur la base de ça. Ça me semble vraiment, vraiment important. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que, et assez fortement, en écho à ce que tu viens de dire, c'est que c'est pas parce qu'on fait de l'éthique qu'on considère qu'on est dans le monde des bisounours. On le sait très bien qu'il y a de la violence, qu'il y a des maltraitances, qu'il y a des choses qui ne sont pas acceptables, qu'il y a même des choses qui sont scandaleuses humainement. La raison pour laquelle on invite des personnes comme Pierre Goibaud à s'exprimer, c'est pas pour faire croire que dans tous les EHPAD de France, les choses se passent admirablement, mais c'est pour montrer que c'est possible. Et que, alors, tu l'as dit à plusieurs égards, que c'est possible d'organiser un recueil de la parole des personnes, que c'est possible de essayer de tenir ces deux exigences, protéger sans isoler, qu'on peut le faire. Et je pense que nous, on a besoin, au-delà de l'affirmation d'un certain nombre de valeurs, de montrer qu'elles peuvent se traduire dans la réalité à certaines conditions. Donc pour ça, ça nous est effectivement très, très précieux. Peut-être que je passe la parole à Laurence, en rappelant qu'elle est membre du CPAE, en rappelant aussi qu'à toutes les étapes du travail de la mission, que ce soit pour le document repère ou pour la charte, on a eu des échanges nourris, réguliers, et que Laurence m'a notamment permis d'entrer en contact avec beaucoup de proches et de familles, avec des avis parfois pas tous les mêmes, avec des avis différents, multiples sur ces questions. Donc c'est aussi une occasion pour moi de vous remercier de ces contributions, individuellement et puis collectivement, bien sûr. Merci à vous, surtout Fabrice, parce que c'est vrai que vous avez écouté la voix des familles. Et je pense qu'on était au sein du cercle des proches aidants en EHPAD, représentatif d'un certain nombre de familles qui étions très engagées dans l'accompagnement auprès de nos parents en EHPAD. Et ça a été très précieux pour nous d'avoir une oreille, de pouvoir exprimer évidemment une souffrance, celle de nos parents et la nôtre,
mais aussi d'avoir des pistes éthiques, parce que je pense qu'en effet, là où il a manqué parfois d'éthique, on s'en sort par un surcroît d'éthique. Alors nous, ça nous donne beaucoup d'espoir d'entendre Pierre Goibaud, qu'on suit un peu sur les réseaux, parce que, si vous voulez, nous, on était une poignée, voilà, de familles, des filles, hein, on va dire, c'est pas tout à fait étonnant, voilà, isolées, traumatisées, désemparées, parce qu'on est des expertes de l'accompagnement sur le terrain, mais là, on était à la porte des EHPAD, et du coup, on a été des lanceuses d'alerte, donc sur les réseaux, dans les médias, il y a Sabrina Deléry dans la salle. Alors c'est sûr qu'on dérange, hein, parce que les lanceurs d'alerte, ils sont là pour dire ce qui ne va pas. En même temps, je ne pense pas, j'ai entendu le mot EHPAD bashing, qu'on s'y soit livré du tout, parce qu'on ne généralise pas. Et on sait très bien qu'il y a des EHPAD où ça s'est très bien passé, et c'est vraiment porteur d'espoir pour nous, chez Laurent Garcia, à Bagnolet, tout ça, vous disiez, on peut le faire. Monsieur Vindel disait, on peut être heureux en EHPAD, mais je pense qu'on doit être heureux en EHPAD, et que nous, c'est plutôt EHPAD mon amour. Alors pardonnez-moi d'échanger, d'exposer une expérience personnelle, mais c'est vrai que mon père a passé 3 ans en EHPAD où ça s'est vraiment très bien passé, et maman, malheureusement, quelques mois, et elle n'aura pas survécu à un reconfinement. Donc, on sait que ça peut et que ça doit bien se passer. Et qu'aujourd'hui, pour nous, la maison EHPAD, elle continue de brûler quand même, et on regarde ailleurs. Donc, je suis désolée d'apprendre que vous avez un cluster. J'ai cru comprendre que du coup, vous arrivez par l'expérience à le gérer sans ni faire un blocus, ni d'ailleurs open bar. Nous, les familles, on est vraiment responsables. On n'a jamais voulu... Je ne parle pas du tout de manière défensive, hein, mais la fête du slip, si vous voulez, nous, vraiment, on voudrait que dans les chambres, mais que la personne qui soit contaminée, par exemple, continue d'avoir visite de ses proches, avec un masque FFP2. Enfin, voilà, il y a toujours façon de faire. Donc, on est ravis de voir. Mais malheureusement, force est de constater qu'aux 4 coins de la France, on a tous les jours des exemples qui arrivent de collègues à vous qui referment les EHPAD. Et ça, si vous voulez, nous, on militait pour le plus jamais ça. Et on pensait que ça ne se reproduirait plus jamais. Et en fait, on voit bien, Madame Bourguignon, mais vraiment, je ne veux pas du tout polémiquer, mais disait, nous n'allons pas reconfiner, mais en fait, c'est déjà le cas. Donc évidemment, il n'y aura plus de reconfinement général parce que le seuil d'acceptabilité dans la société est dépassé, mais on s'aperçoit qu'il y a encore, ça et là, des EHPAD qui reconfinent. Et si vous voulez, c'est évidemment avec le temps et la répétition, c'est insupportable. Je vais juste citer 2-3 chiffres. C'est le baromètre des petits frères des pauvres sur solitude et isolement des personnes âgées. 530 000 personnes sont en état de mort sociale, c'est l'équivalent de la ville de Lyon, et 2 millions sont isolés des cercles familiaux et sociaux. Je ne sais pas si ça incluait, je ne pense pas, les 700 000 résidents en EHPAD, mais vraiment, il ne faut pas les oublier parce que je pense qu'ils sont là pour, vous disiez, pour aimer et être aimés. Enfin, nous, voilà, le cercle des proches aidants, c'est, parfois on nous appelle les proches aimants, c'est laisser à nos parents toute la pleine mesure de la sagesse, la tendresse qu'ils sont désireux d'échanger. Voilà. Donc, voilà, je termine juste sur Alors, évidemment, après, il y a des tas de choses assez techniques et assez simples, à notre sens, à mettre en place. Et c'est vrai que, vous avez bien dit, vous vous êtes retrouvés en bout de chaîne avec des responsabilités énormes. Mais directeur, ça n'est pas un métier facile. Donc, il y a certainement manière de rééquilibrer les pouvoirs de police des directions, les rôles des conseils de vie sociale, comme leur nom l'a dit, qui ne sont que consultatifs. Donc, il y a manière, mais surtout, on s'en sortira par un surcroît d'éthique. Et comme m'a dit ma maman, les derniers mots, c'était n'aie pas peur, ma chérie. Ben voilà, n'ayons pas peur pour travailler ensemble, donner du sens, faire du lien. C'est vraiment notre but à nous, famille. Merci. Merci beaucoup, Laurence. Peut-être qu'on peut, juste pour faire un lien avec la perspective
de Christophe qui travaille en hôpital à Paul Brousse dans un contexte différent que celui de l'EHPAD puisque c'est un contexte sanitaire. Mais je sais que notamment à travers la revue NPG, dont tu es, si je ne me trompe pas, rédacteur en chef, c'est ça, hein, donc neurologie, psychiatrie, gériatrie, tu as aussi une perspective plus large que celle de ton contexte d'exercice professionnel direct. Peut-être, Laurence, juste une précision. Est-ce que vous avez le sentiment que les liens que vous avez pu tisser entre vous déjà voilà, ont un effet qui vous permet déjà de comparer des situations qui peuvent évoluer, se débloquer ou rester bloquées et être un soutien. Et en termes de valeurs, puisqu'on est ici aussi pour parler d'éthique ou de sens ou de visée, de valeurs, vous avez insisté sur l'amour, évidemment, je l'ai entendu. Mais si on devait voilà, en formuler une ou deux, en expliciter une ou deux que vous voudriez mettre en avant compte tenu de votre expérience et de votre... Parce que peut-être que ça, il faut le dire aussi, que j'ai entendu quand on avait échangé que vous vouliez aussi, que vous me disiez, je vais rester investi dans le domaine, parce qu'une fois qu'on s'est intéressé au grand âge comme famille, même si nos proches qui y étaient sont plus là, c'est un domaine qui est intéressant et on a envie d'y rester, ça m'intéresserait aussi que vous nous disiez juste un ou deux petits mots là-dessus. Oui, c'est vrai. C'est sans doute un virus un peu familial puisque j'ai une fille qui est bébé gériatre. Mais c'est vrai qu'au-delà de la sororité, de l'union entre les familles qui se sont retrouvées, une fois qu'on a touché à ce monde-là, on ne peut pas s'en désintéresser. Voilà. La plupart d'entre nous ont perdu nos parents lors du deuxième confinement, surtout. Mais on ne peut pas rester insensible. Donc la valeur principale, je dirais, c'est vraiment maintenir le lien, pas seulement le lien entre les familles et les résidents, mais aussi avec les directions, les équipes soignantes. J'ai souvenir d'un verbatim du document repère, une soignante qui avait dit on souffre de faire souffrir. C'est terrible, hein, parce que ce sont des personnes qui sont là pour apporter du soin et qui se retrouvent à une forme de maltraitance. Et nous, par rapport à ça, on voudrait qu'il y ait plus de transparence du côté des directions, par exemple, et parce que la transparence est un indicateur et un facteur de bientraitance. Voilà, pour vous donner... Et un petit exemple, il y a des choses très positives qui sont mises en place, mais un indicateur un peu inquiétant pour nous, on entend parler d'EHPAD qui reconfinent parce qu'il y a des épidémies de gastro. Et ça n'existait pas avant. Donc c'est ça qui est terrible, c'est qu'on a l'impression que c'est un peu comme l'expérience de Milgram, c'est-à-dire que, bon, on accepte, certaines familles, parce que nous, il nous a fallu beaucoup d'énergie, donc on est fatigué, mais on restera toujours déterminé, laisse faire, si vous voulez, parce qu'on s'est habitué, et ça, c'est pas possible, quoi. Il faut vraiment pas se résigner, parce qu'on doit être heureux en EHPAD. Merci beaucoup. J'entends Jean-Luc Noël qui réagit, donc il réagira aussi. Et je cède la parole à Christophe Trival. Merci. Donc moi, je suis gériatre hospitalier. Je m'occupe essentiellement de malades Alzheimer. Donc j'ai une vision probablement un peu déformée. Et bon, peut-être une vision un peu paternaliste dans le soin. Du coup, voilà, c'est un peu plus difficile. La charte, les 10 points, là, ils ont été faits par rapport au Covid. Et si on reprend les 10 points, c'est ces 10 points justement qui n'ont pas fonctionné ou qui n'ont pas été respectés pendant le Covid. Alors, cette pandémie, surtout la première vague, ça a été une surprise. C'était un virus inconnu, on ne connaissait pas, on ne savait pas le degré de méchanceté, etc. On savait que les plus vulnérables, c'était les plus âgés. Et les choses ont été très vite et les mesures ont été prises très vite. Nous, dans notre hôpital, à la mi-mars, on a fermé les visites, on a interdit les visites le mercredi. Le samedi, on avait 3 cas. 3 semaines après, on avait déjà 90 cas, 15 décès. Et nous, on n'a pu travailler qu'en vase clos et que sur nos malades. On n'a même plus fait aucune admission pendant toute la première vague parce qu'on a eu des Covid partout. Et donc, ça a été un choc quand même, à la fois pour... Alors, les familles ne pouvaient pas voir leurs parents, mais les soignants, ils étaient au milieu du virus. Il y a eu beaucoup de soignants qui ont été infectés. 80% des médecins nous ont fait le Covid. Donc, c'était une situation très complexe et on ne savait pas où ça allait aller. Et donc,
Donc les mesures ont une certaine explication. Et moi, je ne suis pas sûr que malgré une charte, si on a une nouvelle pandémie, ou avec le Covid, là, il y a un variant, on est à la 5e vague, on ne sait pas jusqu'où ça va monter, ou avec un autre virus comme la grippe ou un autre virus inconnu qui n'a encore jamais donné de pandémie, on ne retombe pas dans le même système, parce que la seule façon, malheureusement, d'arrêter la circulation d'un virus à un moment ou à un autre, c'est de confiner. On retourne au temps de la peste, et voilà, mais on n'a pas vraiment trouvé d'autres moyens pour l'instant. Même si on a été très vite là, et qu'on a trouvé un vaccin très vite, on voit que le vaccin, même avec 2 doses, maintenant on a des cas de Covid avec 2 doses, qu'il faut faire le rappel. Moi, je suis aussi le référent vaccin sur mon hôpital. Donc depuis le 31 décembre 2020, je passe mon temps à m'occuper du vaccin. Et là, on relance pour vacciner la 3e dose, ou la 4e dose, ça dépend, à tout le monde d'ici le 15 janvier. Donc on rajoute une couche aussi. Tout ça, c'est extrêmement chronophage et difficile. Et l'éthique, c'est vrai que moi j'ai participé, il y avait un groupe éthique aussi sur les personnes âgées, hein, en parallèle. Mais l'éthique a fonctionné un peu en parallèle, disons, enfin c'est l'impression que j'ai moi sur le terrain, par rapport à la situation dans les services, et pas forcément in situ. Hein. On avait des réunions, on a travaillé, il y a eu un document qui a été produit, mais c'était en parallèle et c'était pas forcément la préoccupation au quotidien des infirmières, des aides-soignantes, etc., qui eux étaient dans le soin, qui avaient des tenues de la tête aux pieds, voilà, c'était très compliqué à gérer. Et c'est vrai que c'était une réflexion intéressante, utile, mais parallèle et pas forcément directement applicable. Peut-être qu'avec la charte, et justement, ça peut permettre de changer ça et d'avoir une vision différente. Et même, par exemple, pour les critères d'admission en réanimation, il y a eu des documents qui ont été étiquetés éthiques de critères d'admission des personnes âgées en réanimation. Mais on voit bien que là, l'éthique, c'est plus une protection juridique que vraiment une réflexion éthique. Il y a sûrement un peu d'éthique, il y a sûrement un peu de vrai dans les critères, mais on voit bien que c'est une protection juridique. Et le pendant de tout ça aussi, c'est qu'actuellement, on voit beaucoup de plaintes de familles, de patients décédés du Covid parce qu'ils ont attrapé le Covid en EHPAD ou parce qu'ils ont attrapé le Covid à l'hôpital. Et qu'on considère qu'à l'hôpital, c'est une infection nosocomiale et que donc ils n'auraient pas dû attraper le Covid à l'hôpital et que ce n'est pas normal que l'hôpital n'ait pas pu empêcher qu'ils aient le Covid, malgré toutes les mesures qui ont été prises. Et ça, les plaintes, elles se multiplient, il y en a beaucoup. Ça passe souvent par les chambres de conciliation et d'indemnisation. Mais donc voilà, c'est un autre revers aussi. Ça veut dire que les gens n'ont pas accepté que le décès ait lieu au Covid et qu'on a attrapé le Covid à l'hôpital ou en EHPAD. Et sur les points, le point 7, hein, faire en sorte que chacun puisse bénéficier jusqu'au terme de son existence de la meilleure qualité de vie possible. La deuxième partie qui est écrite en vert, après qu'il faut que je retrouve, il y a marqué aussi prendre soin des personnes en fin de vie et honorer les défunts. Et évidemment, le point le plus, enfin de mon point de vue en tout cas, le plus dramatique et le plus difficile, ça a été ça, c'était le fait de ne pas honorer les défunts, de mettre des doubles housses, de mettre les gens directement dans les cercueils, que les familles ne puissent pas les voir, ou éventuellement une personne. On a considéré ce virus comme un virus Ebola quasiment, quoi, avec des mesures aussi strictes. Voilà, alors peut-être que ça c'est peut-être un point qu'on pourra éviter. Je ne suis pas sûr qu'on pourra éviter les confinements et les interdictions de visite systématiquement, mais par rapport aux défunts et pouvoir honorer les défunts et pas considérer que le corps est aussi contagieux. De toute façon, à la fin, on continue à faire des toilettes, etc. La personne, on lui faisait la toilette normalement tous les jours, mais sauf quand il était décédé, on ne pouvait plus lui faire la toilette. Donc voilà, moi c'était la chose à mon avis la plus difficile et sur laquelle les familles, on a dit tout à l'heure, je ne sais plus qui l'a dit, qu'on n'avait pas pu faire leur deuil, mais c'est un point ça, extrêmement difficile. Et après sur le point 7 justement, enfin le point 8 pardon, c'est respecter dans leur diversité les savoirs, les compétences, les rôles et les droits des familles et des proches. Donc là la charte intègre les familles et les proches et c'est évidemment un point clé fondamental. Et le point 8, moi, pour travailler à l'hôpital, mais en EHPAD, c'est pareil, c'est considérer et soutenir les professionnels et les bénévoles dans leur engagement auprès des personnes et valoriser leur mission. Et sur le grand âge, évidemment, si on ne valorise pas tous les gens, tous les professionnels, tous les aidants, tous les bénévoles qui s'occupent des personnes âgées, en plus de valoriser les personnes âgées, on n'y arrivera pas. Et donc, c'est des travails pénibles pour les aides-soignants, je pense, les auxiliaires de vie, qui ne sont pas du tout valorisés, qui ne sont pas reconnus par la société. Et donc, si on ne fait pas cette démarche-là, on n'y arrivera pas.
Et ça, le fait que ce soit dans la charte, et c'est un peu ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est un point clé qui me semble très important. Voilà un peu ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Je retiens cette image d'une action de soin et d'une réflexion éthique qui, dans une situation de crise, se sont, dans ton expérience, déroulées en parallèle. Alors nous, on a effectivement essayé de conduire une réflexion à côté, aux côtés, comme on le fait habituellement. Et certaines équipes nous ont dit... Là, on est dans un temps de l'urgence, dans un temps de l'action, et le temps de la réflexion, il viendra après, ou alors on s'appuie sur le travail de réflexion qu'on a pu mener avant, la culture d'équipe qu'on a pu mener, mais certains nous ont dit c'est très difficile pour nous dans cette situation de crise de mener cette réflexion, et ça, on l'a entendu. On y est allé ensemble, on a fait un retour d'expérience. Oui, vous êtes venus. Hein. Enfin, on avait eu les réunions téléphoniques ou en Zoom, et puis on a fait un retour d'expérience ensemble. Absolument. Après la première vague. Absolument. Je me permettais juste d'ajouter le travail de l'éthique, tel qu'on l'a entendu à l'espace éthique en montant notre structure, hein, puisque dès février, on a mis en place notre observatoire, ça a été de travailler avec les équipes et de faciliter la prise de parole et l'argumentation. Parce que nous, on n'avait pas l'expertise de terrain. C'est vous qui aviez l'expertise de terrain. Et sur la réanimation, il y a les sociétés savantes qui ont mis en place, la SPAR, il y a tout un ensemble de travaux. Et nous, on a mis aussi en place une autre réflexion éthique, plus argumentative. Et nous avons été aussi de ceux qui ont milité pour que dans les SAMU, il y ait un gériatre qui, et j'entendais encore tout à l'heure, des gens qui se sont auto-censurés, puisqu'ils pensaient que dans les EHPAD, ils ne pouvaient pas même solliciter le SAMU, parce que de toutes les façons, c'était un refus a priori. Donc il y a eu toute une évolution, non pas qu'on était intervenu, j'allais dire, pour décider à la place des autres, ce qui n'est pas notre fonction, mais on a créé les conditions pour dire que vous pouvez vous autoriser aussi, quand vous avez une expertise en gériatrie, d'être avec les régulateurs d'EHPAD, ce qui a été une évolution importante. Voilà. Donc nous, on est intervenu avec Fabrice et d'autres, on allait sur le terrain très très rapidement, y compris pendant la période de crise, et les gens ne nous demandaient pas de décider à leur place. Ils nous demandaient de savoir quels étaient leurs repères qu'ils devaient garder dans leur boîte à outils. Et comme ils étaient face à des dilemmes, y compris vis-à-vis de l'extérieur, quand par exemple certains EHPAD devaient adresser une personne dans un établissement hospitalier et qui n'était pas certain que l'établissement restait dans la continuité de leurs valeurs, pour prendre l'exemple, avec tous les drames qui se sont passés. Donc là, je voulais juste préciser que notre fonction était là, et également, ce qui a été très intéressant, et pour nous, et je trouve que de ce point de vue, la charte elle est déjà un élément très contributif, c'est comment on doit évoluer dans nos concepts de l'éthique. Et là, on doit réinventer, de la même manière, on dit repenser l'accueil, aussi bien au domicile, enfin, on n'a pas attendu, heureusement, la pandémie pour qu'il y ait cette réflexion, puisque la ville de Paris, par exemple, avait mené, je me rappelle, on a participé à la réflexion qui avait été menée sur le Grand Âge, donc il y a déjà tout un dispositif, mais je pense qu'on doit aussi, en termes d'éthique, et je termine là-dessus, être réinventif de concepts. Il y a des concepts qui ne résistent pas. Et les gens qui ont été dans les grands principes, on a vu des gens qui avaient des grands principes d'éthique, ils ne résistaient pas, ils n'étaient pas crédibles. Il a fallu qu'on écorne aussi un certain nombre de positions, et donc nous, on est dans ce travail de construction un peu théorique, en disant maintenant il faut inventer des nouveaux concepts, mais pas en tant qu'éthicien, ça ne veut rien dire, mais avec les professionnels. Le seul point qu'on regrette, c'est qu'il n'y ait pas eu un retour d'expérience politique. C'était aux institutions de déterminer, de donner du temps, et je pense qu'il y aurait moins de personnes qui fuiraient aujourd'hui si on avait été attentif à prendre en compte un peu leur expérience. Et juste à l'AP, par exemple, comme ils ont créé dès le départ des cellules de crise qui ont travaillé. Il y a eu des cellules vaccination et maintenant, à un moment, on a créé aussi des cellules éthiques dans chaque hôpital, mais qui avaient un fonctionnement, c'est toujours pareil, je trouve que c'est plus un fonctionnement de protection juridique et de dire, voilà, on a décidé collectivement qu'on ne faisait rien, plutôt que vraiment une réflexion éthique, et avec la vie de tout le monde, On a voulu mettre une mesure en place, mais qui n'était pas vraiment riche, qui n'avait pas de matière derrière, j'ai trouvé. Le deuxième point que je retiens de ton intervention, et je te donne la parole, Pierre, tout de suite après, c'est est-ce qu'on va pouvoir s'empêcher de reconfiner ? J'espérerais quand même que, compte tenu de ce qu'on a appris, travaillé, de ce que les 1800 personnes ou 2000 qui avaient contribué au document repère et qui avaient identifié à minima que pour une personne hébergée dans un EHPAD, on puisse considérer que ses proches aidants, ou en tout cas la personne qui l'aide au quotidien,
soit un peu, qui vient d'habitude régulièrement, et un traitement un peu particulier, et puisse avoir la possibilité de venir, même quand il y a une situation tendue sur le territoire, et d'avoir une approche un tout petit peu différenciée. La principale notion ici étant la notion de proportionnalité. Et on a eu le sentiment que ce qui manquait au début, mais c'est normal, dans les premières semaines, c'est normal, qu'on bloque tout, on ferme tout. Mais après la réintroduction d'une forme de proportionnalité, de discernement, et de se dire que, évidemment, on ne va pas laisser venir probablement toute la famille aussi normalement qu'en temps ordinaire, mais est-ce qu'on peut à minima identifier une ou deux personnes référentes qui pourraient avoir un traitement un peu différencié. Alors je vois que Laurence a envie de réagir. Christophe, juste, c'est sans monopoliser la parole, simplement c'est que nous, chaque fois qu'on a un cas à l'hôpital, on interdit les visites à nouveau. Nous, on a encore un cas la semaine dernière, donc là, on a interdit les visites tant qu'on a des cas positifs. Donc voilà, ça continue. Après, on essaye de faire le plus court possible, mais tant qu'il y a des cas, nous, on laisse pas la porte ouverte, quoi. Et surtout qu'après, il y a les soignants qui ont des cas, il y a les malades qui ont des cas, etc. Donc pour l'instant, cette restriction de visite, nous, à l'hôpital, on a des cellules d'hygiène et ça continue à être mis en place. Alors Pierre, et puis oui. Laurence juste après. Vas-y Pierre. Il y a deux choses qui me semblent importantes, c'est qu'effectivement, je crois que c'est Emmanuel qui l'a dit, on a manqué une occasion là, en sortie du chaud de la crise jusqu'à la troisième vague, c'était de faire un vrai retour d'expérience sur le pilotage de la crise. Et le pilotage notamment sur le volet éthique. C'est-à-dire que finalement, on a plein de choses positives ont émergé et on n'en a pas capitalisé dessus justement au moment où ça refroidissait, pour se dire si jamais ça repart, qu'est-ce qu'on a réussi à construire, à bâtir. Et moi, je crois qu'il faut pas séparer la gestion, la cellule éthique de la cellule de crise et de l'équipe de direction. Alors qu'aujourd'hui, par exemple, je vous donne un exemple très concret. Aujourd'hui, dans mes comités de direction de mes 4 établissements, j'ai les présidents de conseil de vie sociale qui y assistent en visioconférence parce qu'ils ne peuvent pas toujours se déplacer. Ils participent à la gestion quotidienne. Et dans la méthodologie d'organisation des comités de direction, on inclut la réflexion éthique quand on prend des décisions. Alors que je crois qu'il ne faut plus dissocier du tout la réflexion éthique de la gouvernance. Parce qu'alors, on ne comprend pas de nos erreurs. On va revenir à de la gestion à chaud et on n'interrogera pas les limites de nos décisions. En tout cas, les fondements sur lesquels on les appuie. Et ça suppose pour ça qu'on élargisse le processus de prise de décision. Et ça ne me rend pas plus faible en tant que directeur que d'accepter d'organiser le débat et de poser une limite qui soit éthique, déontologique ou même en droit. Et vraiment là-dessus, c'est peut-être mon expérience, c'est que justement en sortie de crise, il était important qu'on maintienne cette collégialité de la décision et de la gouvernance. Alors, autant tout à l'heure, ça m'avait donné beaucoup d'espoir, même si je sais que ce n'est pas encore le cas partout, d'entendre qu'il y a des EHPAD qui ont décidé de ne pas reconfiner. Je suis désolée, mais là, je suis un petit peu interloquée et assez désespérée, parce que, en tout cas, sachant que ça n'est pas le cas dans tous les services, et heureusement que tous les services des hôpitaux, tous les EHPAD ne reconfinent pas au simple cas, parce qu'il risque d'y en avoir beaucoup, beaucoup. Il y a quand même une différence par rapport à la première vague qui a sidéré tout le monde. C'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas de gel, il n'y avait pas de test, il n'y avait pas de vaccin. Donc, si tout ça... Et on n'avait pas ce recul-là. Donc aujourd'hui, tout à l'heure, je crois que c'était Emmanuel Hirsch qui disait ce deuil très difficile à faire. C'est vrai qu'il y a eu des familles, encore aujourd'hui, voilà, qui n'ont pas cet adieu au visage. Alors, vous dites, bon, OK, pour honorer les défunts à partir de maintenant, mais honorons nos vivants et empêchons qu'ils décèdent de chagrin ou de glissement. Pardonnez-moi de le dire, mais vraiment de manière très, très simple. Aujourd'hui, oui, alors le deuil, il se fait différemment. C'est-à-dire que nos parents, je crois, sont un peu enterrés vivants. Donc, ça a été, nous, un processus comme le coup du deuil permanent. Voilà. Moi, ma mère, honnêtement, je l'ai enterrée, elle était enterrée vivante, et j'ai commencé à faire mon travail de deuil bien avant. Ça ne veut pas dire que c'était moins difficile, mais si vous voulez, je pense qu'aujourd'hui, on a les moyens, ne serait-ce que matériels, et le retour d'expérience et la réflexion éthique pour se dire non, plus jamais ça. Enfin... Alors, on ne va pas anticiper sur le débat trop, mais c'était important quand même qu'il y ait une petite réponse. Je vais donner, si vous voulez bien, la parole à Marie Bouchot, qui est dans un contexte différent, puisque c'est plutôt le contexte du domicile, d'intervention au domicile, dans une maison des aînés, des aidants, dont peut-être vous pouvez rappeler rapidement l'émission. Merci Fabrice. Merci beaucoup de m'avoir conviée ce soir.
Alors effectivement, donc je dirige une maison des aînés et des aidants, et donc c'est la fusion d'un réseau de santé gériatrique, d'un CLIC, Centre local d'information et de coordination gérontologique, et d'une MAIA, et particulièrement d'un service de gestion de cas, donc le suivi des situations les plus complexes. Et donc nos missions principales sont donc d'informer les personnes âgées et leurs familles, ainsi que les professionnels, de les orienter vers les bons services, d'accompagner les situations individuelles à domicile, de proposer un plan d'accompagnement, enfin de faire une évaluation globale et de proposer un plan d'accompagnement, et de suivre certaines situations, donc celles qui sont les plus complexes, ou en tout cas qui correspondent à des critères bien précis, de les accompagner, de proposer un suivi intensif et au long cours de ces situations. Alors je me suis mise dans la peau du recruteur en fait pour préparer mon intervention en me disant finalement au fond quels sont nos principes, quand je recrute quelqu'un, quels sont les messages que je passe, voilà, et qu'est-ce qui me semble important comme message à passer pour la personne qui va travailler dans mon équipe. Le premier message, c'est à chaque question il y a une réponse. Une réponse qui sera soit une réponse interne ou une réponse voilà, que nous allons pouvoir donner à la personne de manière concrète, c'est-à-dire avec un plan d'accompagnement, une évaluation, ou une orientation vers une autre structure. Et si on n'a pas la réponse tout de suite, on cherche. Donc ça paraît basique, mais c'est le premier mot d'ordre. Ensuite, un deuxième mot d'ordre, j'aurais peut-être pu commencer par ça, c'est d'abord d'écouter les souhaits de la personne âgée et de son aidant. Et ça, c'est à mettre au cœur, en fait, de toute l'intervention. Et quand je dis les aidants, c'est qu'effectivement, je pense qu'il faut proposer, on a eu tendance pendant très longtemps, finalement, à considérer l'aidant comme un empêcheur de tourner en rond, quelqu'un qui était à côté, mais pas forcément dans la situation. Et il nous semble aujourd'hui qu'il faut pouvoir proposer vraiment un accompagnement global, pluridisciplinaire, en associant l'aidant comme étant un partenaire, ce qui évitera d'ailleurs certains freins, souvent. De l'associer permet de combattre les freins. Écouter les souhaits des personnes âgées, c'est effectivement respecter leurs choix et leur façon de vivre. C'est-à-dire qu'on a tous des cultures, on a des cultures différentes, on a des façons de penser différentes, on a des usages qui sont différents, on a des familles qui sont différentes. On est tous différents. Et donc l'idée, c'est de ne pas calquer ces représentations sur les personnes qu'on accompagne, mais plutôt d'essayer de se mettre à la place de la personne et de pouvoir proposer des choix ou des solutions, des options qui vont correspondre à sa façon de vivre. Et donc ça veut dire aussi qu'on imagine aussi qu'il n'y a surtout pas de standardisation. Et ça, ça me semble très important. Quand on voit apparaître des logiciels qui vous permettent de rentrer toutes vos données et puis, in fine, de sortir une fiche qui vous préconise un certain nombre de choses, je pense que là, c'est absolument à proscrire et à éviter pour l'accompagnement des personnes âgées. Une personne âgée, c'est un humain, comme vous et moi, et donc avec différentes composantes qui lui sont propres. Et donc, ce que doit proposer, en tout cas, notre équipe, c'est vraiment cela, c'est-à-dire un accompagnement global, pluridisciplinaire, adapté et vraiment du sur-mesure. C'est-à-dire que quand on envoie des professionnels de notre équipe au domicile, on a discerné quels étaient les besoins de la personne, et puis on est allé même jusqu'à identifier le profil du professionnel qui serait le plus à même de répondre à la demande de la personne. Et ça va même au-delà, c'est-à-dire que quand on sait qu'on a des personnes en face de nous qui sont dans le refus, par exemple, ou dans une certaine opposition, et qu'on sait qu'un médecin a une bonne écoute auprès de cette personne, et bien finalement, on va peut-être choisir d'envoyer le médecin plutôt que le travailleur social qui aura une image un peu négative. Bon, j'aurais pu faire l'inverse, j'aurais pu prendre l'exemple inverse et dire qu'au contraire, le médecin, on a du mal à voir les médecins, on n'accepte pas le discours des médecins, et il vaut mieux envoyer un travailleur social ou une psychologue ou une ergothérapeute. Donc ça nécessite effectivement d'avoir une équipe pluridisciplinaire, et ce que nous avons la chance d'avoir. Ce que je voulais dire aussi, je voulais aussi ajouter qu'il faut aussi pouvoir... ce que je dis, c'est de façon générale, et je pense que ça s'applique aussi à la crise Covid que nous traversons encore et que nous avons traversée, c'est aussi de pouvoir relativiser parfois l'urgence.
de pouvoir identifier les différents, enfin en tout cas d'identifier les risques pour la personne âgée, de pouvoir évaluer le bénéfice-risque. Dans toute situation, il n'y a jamais le risque zéro. Enfin, il faut le savoir, enfin, vous le savez, il n'y a jamais le risque de zéro. Donc de toute façon, quoi que vous fassiez, vous prenez un risque. Et puis de discerner, j'ai bien aimé le terme, c'est vous Fabrice qui l'avez utilisé, c'est vraiment du discernement. Ce que je voulais dire aussi, c'est que vous avez dit le pas de côté tout à l'heure, c'est M. Guabo qui l'a utilisé. M. Vander a dit il faut accepter de prendre du temps pour en gagner. Voilà, tout ça sont des mots qui nous parlent, des expressions qui nous parlent. Et effectivement, quelque chose qui me paraît très important aussi, que nous essayons de mettre en place dans notre équipe, c'est justement de faire ce pas de côté, de pouvoir analyser nos pratiques, de réinterroger nos pratiques, d'analyser aussi le contexte. Et donc ça peut se traduire de différentes manières. Donc c'est à la fois sur des situations qui sont vécues de façon difficile par les professionnels, c'est pouvoir prendre le temps de se concerter, de se réunir, de prendre du recul, de communiquer. Et juste, on se dit que finalement, juste en prenant le temps de communiquer entre nous, ben souvent ça lève les difficultés. Ça c'est un premier point. De pouvoir proposer des groupes d'analyse des pratiques aussi pour permettre aux professionnels de prendre du recul et de ne plus être le nez dans le guidon, comme on dit. On a la chance d'avoir un comité éthique aussi en interne et qui a été activé au moment de la crise Covid par une de nos gestionnaires de cas, Manon Pagano, qui a un master en éthique et qui a permis notamment de travailler sur la question, c'est un des thèmes qui a été abordé, mais sur la question du bien. Qu'est-ce que le bien pour une personne âgée ? Est-ce que c'est nous qui définissons le bien pour les personnes ? Et où sont, comment on définit ce bien ? Et puis un dernier point, c'est aussi de travailler sur des programmes de recherche, effectivement, et des bilans. Donc on a fait un bilan du confinement vu par les aidants, par exemple. Et peut-être que pour terminer, ce que je veux juste dire, c'est que dans le cas de la crise Covid, finalement, on nous a demandé de fermer nos portes, de ne plus aller faire de visites à domicile. Pour moi, ça a été absolument inacceptable. Et donc j'ai dit à mon équipe de désobéir, finalement. Ça a été un des premiers mots qui a été... j'ai dit non, on ne peut pas ne pas aller au domicile des personnes âgées parce que parfois nous sommes le dernier lien avec la société. Et entre attraper le virus ou mourir de faim, on a choisi plutôt d'apporter de la nourriture aux personnes âgées, au risque effectivement de les contaminer, mais on a quand même essayé de prendre le maximum de précautions pour ne pas faire circuler le virus. Voilà, mais ça a été vraiment le mot d'ordre, c'est d'aller au domicile des personnes âgées. Et on voit bien, je terminerai par ça, que finalement, effectivement, ce confinement, il était probablement nécessaire. Mais on voit les conséquences dramatiques qui ont eu lieu et que nous vivons encore. Et j'ai été très, très frappée après le Covid, donc en mars de cette année, je crois février-mars, dans des conseils de santé, locaux de santé mentale, où j'assistais coup sur coup à 2 conseils dans la même semaine, où tous les professionnels qui étaient autour de la table, des psychiatres, des gens qui sont habitués à avoir quand même des situations lourdes et difficiles, tous avaient le même mot d'ordre. Il ne faut plus reconfiner, les situations sont catastrophiques à tous âges, de la petite enfance jusqu'à des personnes très très âgées. Et on en mesure aujourd'hui les dégâts, effectivement. Et vous parliez de syndrome de glissement. Combien de personnes nous avons vu nous mourir à domicile? Effectivement, c'est assez dramatique. Donc, c'est pas une note très positive, mais voilà. En tout cas, c'est le message que je souhaitais passer. Merci. Merci beaucoup, Marie. C'est très important pour nous d'entendre ça. Ça poursuit un échange qu'on avait eu à la mairie du 6e arrondissement il y a maintenant 2 ans et demi. Effectivement, on est heureux que des personnes, et notamment Manon Pagano, soient venues se former à l'espace éthique. Et c'est une étudiante qu'on a eu beaucoup de plaisir à suivre. On est très contents, comme beaucoup d'étudiants qui viennent se former ici, qu'après ils soient porteurs de cette démarche éthique et de ce questionnement dans leurs établissements ou dans leurs services. Évidemment, je retiens ce que vous dites sur la désobéissance. On a un petit débat avec Emmanuel quant à savoir s'il faut appeler ça de la transgression ou le fait de déroger à une règle, mais oui, moi, je pense que oui, c'est pas pareil.
Mais je pense qu'en l'occurrence, quand c'est la directrice ou la directrice générale de la M2A qui dit cette règle, on ne va pas la suivre, ça crée les conditions pour que ce ne soit pas des individus qui se retrouvent en situation isolée d'aller à l'encontre d'une règle et de prendre des risques de manière incontrôlée. Je pense qu'il y a quand même eu aussi voilà, une position collective qui est discutée, réfléchie, assumée, ce qui est différent d'une forme d'enfreindre une règle de manière peut-être irréfléchie et différente. Donc il y a un travail là, de la façon dont ça a été fait. Moi, je voudrais témoigner d'une expérience à la PHP. J'ai été en stage d'immersion en réanimation pendant une quinzaine de jours au printemps. À l'hôpital Lariboisière. L'ensemble de l'hôpital Lariboisière, vous aviez absolument partout visite interdite. Et dans le service où j'étais, dans un service de réanimation, le chef de service avait décidé au moment de la réunion de crise que dans son service, les familles continueraient de venir. Et il a décidé, un peu comme vous, de ne pas appliquer la règle. Alors évidemment, ils ont des moyens, ils ont du personnel, ils ont quelqu'un qui est dédié à l'accueil, les équipes de pied en cap. Il y a tout un tas de... Et c'était pas dans le tout début de crise Covid, c'était aussi quasiment un an après le début. Mais on voit que voilà, parfois ça repose sur le courage ou la résistance d'une personne aussi qui convainc les autres pour aborder les choses un peu différemment. Merci beaucoup. Je cède la parole à Jean-Luc Noël. Donc je rappelle qu'il est psychologue clinicien, qu'il intervient beaucoup, qu'il a longtemps travaillé à la PHP et qu'il intervient actuellement beaucoup dans des établissements accueillant des personnes âgées et qu'il est aussi président du comité scientifique de l'association Hold Up. Merci. Qu'est-ce que je dois dire? Parce qu'après tout ça, après vous disiez note pas positive, mais la réalité est violente. Et je crois que cette crise nous a bien montré que la réalité est violente et qu'il a fallu faire avec. Moi, ce que j'en retire quand même, je suis psychologue, je suis intervenu vraiment auprès des équipes dans de nombreux endroits, que ce soit dans des EHPAD, que ce soit pour des MAIA, que ce soit pour des réseaux de santé, hein, ou intervenu à des titres divers pour donner justement cet espace de parole. Moi, ce que j'en retiens, c'est déjà il y a eu beaucoup de moyens, c'est-à-dire que l'ARS a donné quand même beaucoup de moyens pour développer ces espaces de parole. Il ne faut pas les oublier parce que en temps de Covid ou pas de Covid, ces espaces-là, ces espaces de pensée sont vraiment primordiaux. C'est vraiment ce qu'on doit aussi en garder parce que ça a été tellement violent pour les soignants qu'il y a vraiment quelque chose qui a fait du bien et qui n'est pas simplement du soutien psychologique, parce que dans les groupes de débriefing, on fait du soutien psychologique, on arrive à lier ce qui est de l'ordre de son vécu personnel à la situation et de s'apaiser, mais qui est aussi de la réflexion éthique. Pour moi, ça montre, quand on parle dans un groupe, c'est aussi on pose les choses, on pose le conflit, on dit mais qu'est-ce qui est important, on pose le bénéfice-risque et on va voir un peu où sont les conflits et comment on peut y répondre. Et pour moi, c'est vraiment la grande donne de cette crise, c'est que ça a permis aussi l'émergence de ce genre de groupe et qui va toucher un petit peu aussi tout le monde. Moi, j'ai touché beaucoup de publics, d'aides-soignants qui n'étaient pas habitués de penser de cette manière et avec qui ça fait du bien. Repensons. C'est compliqué de travailler avec des vieux. Enfin, vraiment, c'est quelque chose qui n'est pas évident. C'est pas facile de comprendre et de connaître. Enfin, moi, on est, enfin tous là, on a des âges plus ou moins différents, mais finalement, la grande vieillesse, on ne sait pas intimement ce que c'est. On ne la connaît pas, on n'a jamais vécu ça, et c'est dur finalement de s'identifier. Autant si on parle de l'enfance, de l'adolescence ou de la vie adulte, on pourra s'identifier, peut-être d'une manière fausse, mais en tous les cas, il y aura des repères. Tandis que la vieillesse, on ne sait pas s'y identifier. Et ça crée vraiment souvent un décalage, parce que souvent, on va dire, mais on va avoir des stéréotypes sur ce que doivent être les vieux, ou ce qu'ils sont, ce qu'ils ressentent, et on le voit bien dans les EHPAD quand on va dire les vieux ils sont comme ci, et ce qu'ils aiment c'est ça, en enlevant toute la singularité, toutes les différences qui peuvent exister. Et ce décalage, c'est ce qui crée la maltraitance, c'est ce qui crée beaucoup de non-reconnaissance. Ce décalage, on le réduit généralement en écoutant les vieux, en écoutant justement leur volonté, leurs paroles, ce qu'ils ont à dire, et c'est finalement qui ils sont, pour abandonner d'ailleurs assez rapidement cette idée même de la vieillesse. Cette crise, moi, m'a montré, a permis de montrer une chose, c'est qu'à un moment donné, on était tous à égalité. C'est-à-dire que le Covid, il pouvait toucher autant les vieux que les jeunes, et il pouvait toucher d'une manière, regardez la télé au mois de mars 2020, il y avait que des jeunes qui mouraient, qui étaient en réanimation, il y avait quelque chose qui touchait tout le monde et qui donnait une crainte à tout le monde, et qui finalement rendait vulnérable un petit peu chacun. Et pour moi, c'est ce qui se rapprochait aussi
dans une compréhension de la vieillesse, parce que ça venait dire aussi, la mort, elle peut arriver n'importe quand et d'une manière inattendue, d'une manière violente, et avec un visage qui n'est pas forcément le visage attendu, et quelque chose qui peut submerger tout le monde. Et ça, ce rapprochement-là, finalement, a ébranlé beaucoup de soignants, parce qu'il fallait voir quand même en EHPAD, quand vous avez dit, M. Truval, tout à l'heure, 15 morts en peu de temps, quand vous avez 15 morts en 4 jours, il y a quelque chose qui devient débordant, hein, et qui fait craindre pour soi, surtout que quand on le double sur le rejet, parce que je crois que les soignants ont aussi beaucoup vécu ça, il y avait beau y avoir beaucoup d'applaudissements, combien de soignants ne pouvaient pas rentrer chez eux parce que dans leur logement, on leur disait « mais toi tu travailles avec des vieux, tu vas nous ramener le Covid », combien se sont sentis exclus, ce qui est pour moi juste une représentation, non pas de l'EHPAD bashing, mais de la représentation qu'on a des vieux, une représentation de l'agisme qui prend la part de ceux qui s'en occupent, ils sont aussi à éloigner que ceux qui peuvent nous faire peur dans la vieillesse. Donc tout ce vécu était douloureux, le vécu de la mort. Enfin, j'allais dire, indépendamment, il y a la question du deuil, mais il y a la question, en effet, quand vous disiez fermer un sac et le mettre dans un cercueil, c'est une violence considérable. Et pour ceux qui ont dû le faire, et qui n'ont pas dû le faire une fois, mais 2 fois, 3 fois, sans pouvoir mettre en place tout ce qui est d'habitude, des rituels, il y a quelque chose qui est extrêmement violent et qui a pu déborder, hein, et qui a pu vraiment être considérablement ébranlant, et d'ailleurs beaucoup ne s'en sont pas encore remis, hein, et certains d'ailleurs abandonnent la profession car ils ne s'en sont pas remis. Enfin, il y a quelque chose là encore une fois de violent. Vous doublez de ça cette certitude, si on devait l'avoir, enfin là on réfléchit théoriquement, que les familles sont importantes pour les personnes. Enfin, j'allais dire, cette certitude, tout le monde le sait. Enfin, on est fruit d'une famille. Enfin, qu'on ait des bonnes ou des mauvaises relations, la famille est importante pour nous. Il n'y a même pas de négociation à avoir là-dessus, ni de débat. Là, on l'a vu par le négatif, quand les familles ne pouvaient pas venir, on a vu des gens en effet se laisser aller, on a vu des gens mourir, on a vu surtout des gens se perdre dans leur identité. J'essaye d'être rapide, mais tous ces conflits-là, ont débordé les soignants, ont débordé, enfin, j'allais dire un petit peu l'ensemble. Et qu'est-ce qui a permis finalement de se restaurer, de se retrouver? Déjà, ne passons pas sur ce qui pourrait paraître des détails, mais l'attention qu'on a portée. C'est-à-dire que quand on a payé les taxis à des soignants pour qu'ils rentrent chez eux, ça c'est une attention qui n'est pas minime. Quand on a permis d'avoir des repas qui étaient donnés gratuitement, ce n'était pas non plus une attention minime. Mais aussi quand on a permis de donner un espace justement de pensée et de parole, parce qu'avant de penser, il faut bien parler, ça a permis justement de reposer les choses et de retrouver d'ailleurs ces valeurs, hein, qu'on connaît depuis longtemps, les valeurs de l'accompagnement, et de les remettre en scène avec le Covid, de retrouver finalement des repères et de trouver peut-être aussi des aménagements sur les visites, pas visites, des aménagements sur comment conserver un lien social, comment se retrouver soi en étant un bon soignant malgré les contraintes qui sont imposées. Et tout ça, vraiment ces espaces, M. Vander le disait, oui, de perdre du temps, c'est en gagner. Enfin, on ne peut pas avoir une opposition entre l'action et la pensée. Enfin, je vais dire, on le sait très bien, des fois d'ailleurs, pour ne pas penser, on est dans l'action. C'est ce qu'on appelle le passage à l'acte et on le connaît très bien. Et donc ces moments finalement de mise en commun d'une pensée collective qui s'appuie sur de l'affectif a été très bénéfique. Et ce que j'en retire, c'est que face à cette crise, je veux dire qu'on soit directeur, aide-soignant ou agent hôtelier, enfin peu importe, chacun se sentait ébranlé dans son métier à un endroit ou un autre. Et le fait de pouvoir l'avoir fait en pluridisciplinaire a permis aussi l'émergence d'une autre pensée, d'une autre manière de penser, de se sentir soulagé. Et je trouve que ça aussi, c'est un enseignement qu'on doit garder. Quand on parle de collégialité, c'est bien ça la collégialité. C'est bien de penser indépendamment de la position hiérarchique ou de la position qu'on tient. Après, ce qui doit rester, enfin moi, le grand regret que j'ai, c'est qu'on a fait beaucoup de choses pour nous, pour des soignants. On en a fait tellement peu pour les patients, pour les résidents, et tellement peu pour les familles, que si on doit garder aussi un enseignement de ce que l'on doit développer, il doit vraiment y avoir ça. C'est-à-dire que tous ces groupes éthiques, enfin je pense que la réflexion éthique aide autant une famille et un patient et un résident qu'un soignant, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Et c'est d'une richesse, parce que moi j'ai eu parallèlement, pour l'association ESATIS, qui est une association de maisons de retraite, essentiellement d'EHPAD, on
on a un projet qui existe depuis longtemps sur leur comité de réflexion éthique. Et moi, dans ce projet-là, je suis d'aller interroger les résidents sur ce qu'ils pensent des décisions qui sont prises par le comité de réflexion éthique sur les sujets qui concernent les résidents. Donc j'ai fait beaucoup de groupes avec ces personnes et il s'est trouvé que j'en ai fait entre les vagues. Je suis passé, on a fait des groupes et on a pu parler justement de confinement. Et quand je vois la richesse, finalement, mais je dis des conneries, c'est tellement banal ce que je vais dire, mais quand même je le dis, la richesse des expressions, finalement, des personnes concernées sur les mesures qui étaient prises, on se dit, bah oui, une fois qu'on a entendu ça, et les soignants qui étaient là, qui entendaient ça, ils disaient, mais j'ai jamais entendu parler de ça, et pourtant, qu'est-ce que faisaient ces personnes? Elles disaient, moi je suis pour, moi je suis contre, non, moi j'ai bien envie que vous me protégiez, d'autres qui disaient, ah oui, mais face à la vie qui va partir, je préfère vivre maintenant et prendre le risque. Enfin, vous aviez finalement tous les débats qu'on peut avoir et qui étaient représentés, mais là qui étaient représentés par les personnes concernées. Avec cette certitude, et là, celle-là aussi, je la garde en tête, c'est que les vieux, ils sont plus concernés par la mort que nous. Enfin, plus concernés, a priori, on peut tous mourir d'un moment à l'autre, la question n'est pas là, mais quand on a 95 ans, le risque est a priori un petit peu plus grand. Et ça donne finalement une autre saveur à la vie, de savoir que ça peut finir du jour au lendemain, ça donne une autre saveur à la vie, et ça donne aussi d'autres exigences, ça donne aussi d'autres priorités. Et c'est peut-être celle-là que la démarche éthique permet de réintroduire par les principes universaux qui existent, et ça permet peut-être aussi de les réintroduire pour soulager les soignants. Parce qu'un vieux qui vous dit « Ah non, moi je m'en fous de mourir, ce que je préfère vivre, et même si je meurs dans une semaine, comme de toute manière ça sera peut-être dans 3 semaines, et dit « Moi je préfère mourir vivant que mourir mort », c'est quelque chose qui est parfois très difficile à entendre. Enfin, j'allais dire, on est aussi dans un devoir de protection, dans un devoir d'accompagnement. Et pourtant, ça fait du bien. Enfin, j'allais dire, ça fait du bien à des équipes de se dire la décision que je prends, finalement, est conforme à la volonté ou au désir de la personne, et en soi, elle est bonne. Et ça, je pense que l'éthique nous aide aussi à peser les choses et à peser face à la parole des personnes qui peuvent être données. Et je crois que là, quand on parlait de... Alors là, j'ai même oublié les mots, c'était transgression contre... déroger. Oui, il y a aussi des obéissances. Oui, c'est ça, pour moi, j'appelle ça aussi de la créativité. C'est-à-dire que face à cette réalité qui est submergente et qui est difficile, comment on fait pour ne pas être scotché et totalement arrêté? Qu'est-ce qu'on peut créer qui permette de concilier un petit peu les deux, et vraiment en pesant ce bénéfice, ce risque, dans cette idée vraiment centrale que le temps qui reste, il est peut-être important qu'il soit de qualité et qu'il soit vraiment ce temps à vivre plutôt qu'un temps un temps de protection. Juste, je finis parce que là, je pense sur Hold Up à Marie-Françoise Fuchs, que vous connaissez sans doute, qui, un jour, je l'appelle, je devais aller travailler avec elle, et j'étais pris, je l'appelle et je lui dis « Écoute, Marie-Françoise, je ne pourrais pas venir. » Et elle me dit « Oh, c'est pas grave, tu sais, Jean-Luc, j'ai tout mon temps. » D'une manière qui était vraiment tellement drôle, parce qu'elle a énormément d'humour, et je trouve que c'est vraiment ça aussi, cette question de l'urgence. Dans l'urgence, on peut agir pour essayer que rien n'arrive, mais on peut aussi se dire, dans l'urgence, qu'est-ce qu'on fait pour préserver la vie, qu'est-ce qu'on fait pour préserver l'ordre du plaisir. Et je pense pour ça, on a besoin de repères. Et là, la charte est un des repères. Enfin, ça nous aide aussi à se poser. Et pour moi, c'est pas parallèle. Enfin, si on doit le faire, on doit le développer, c'est comment on développe pour que ça ne soit pas parallèle et qu'on puisse l'intégrer dans le travail de tous les jours. Voilà, je sais pas. Merci beaucoup. Oui, bien sûr. Moi, je ne suis pas dans la table ronde. Bah non. Je voulais dire à la fois à l'attention de Véronique Levieux et de Christophe Strival. Je pense qu'il y a des choses qu'on n'acceptera plus. D'accord ? C'est-à-dire, quand on a parlé de transgression, on a eu effectivement des débats, quand on est allé à Nice, qu'on a rencontré les équipes du CHU, etc., il y a des choses qu'on n'acceptera plus. Et je dirais qu'un des marqueurs pour moi, c'est véritablement l'accueil des usagers, enfin des personnes, je dis usagers parce qu'on est en train de parler sur la loi du 4 mars, et des familles. On s'est rendu compte qu'on ne peut pas bafouer, et le gouvernement a bafoué un certain nombre de valeurs, qui sont les valeurs d'une société, qui sont des principes anthropologiques. Et toi, quand tu dis, Christophe, on va être obligé de fermer, mais je dis, il faut qu'on pense autrement, parce que ça ne sera plus possible. Combien de familles on a rencontrées qui ont dit on aurait dû mettre le pied dans la porte? Nous, on avait confiance, et notre confiance a été, d'une certaine manière, trahie. Donc, c'est des familles, quand je dis des familles, c'est des individus, c'est des membres de la cité qui ont des valeurs fortes
Et j'observe juste un point, et je ne vais pas détailler parce qu'on y travaille. On avait une vision très péjorative de ce qui s'est passé dans les EHPAD avant. Les gens ont découvert les EHPAD avec la catastrophe. C'est-à-dire les gens pensaient que c'était plus ou moins des mouroirs, il ne s'y passait rien. Et on était concernés par les EHPAD, soit à titre personnel parce qu'on avait un être cher qui était dans un EHPAD, soit parce que professionnellement on travaillait avec les EHPAD. Mais les gens ignoraient que c'était un territoire d'humanité. C'était un territoire d'humanité et de démocratie, où des professionnels anonymes, quelquefois invisibles, défendaient contre l'indifférence générale, et quelquefois les familles étaient même surpris de découvrir des idéaux d'humanité, là où ils avaient l'appréhension de se dire mais on est au bout du bout, d'une certaine façon. Ces gens, ces professionnels, ont été, j'allais dire, dévalorisés par rapport à ce à quoi ils étaient attachés, parce qu'il y a eu des contraintes extrêmement rigoristes en termes de prescription, qui les a mis dans une situation d'imposture par rapport à ce qu'ils étaient. Et des gens, quand on voit ce qu'ils défendent, on les fréquente depuis des années, les gens des EHPAD, donc on sait ce qu'ils sont et ce qu'ils font. Et donc je dirais, et je le dis avec beaucoup de solennité, d'un point de vue éthique, il y a des choses qu'on n'acceptera pas. Et d'entendre, là on a eu la chance d'avoir deux sonnettes de son, il est plus dans sa voiture, j'espère qu'on va l'entendre. Mais on a vu aussi les responsables d'EHPAD, on est aussi allé sur le terrain, rappelle-toi quand on est allé à Boulogne, enfin dans différents endroits, on a vu des gens qui avaient mis en place avec les centres de la vie, la CVS, la vie sociale, c'est ça, les CVS, qui avaient mis en place toute une anticipation sur comment on décide pas. Donc, je termine sur un point qui m'a beaucoup frappé. C'est un concept qui, pour moi, m'habite en ce moment. On a parlé effectivement du syndrome de glissement, qui est un syndrome qui a été un peu banalisé. On a vu comment des gens se désinvestissent de la vie quand la vie ne veut plus d'eux. Mais nous, on pense qu'il y a aussi un syndrome de glissement éthique et politique et démocratique. Si notre démocratie souffre des conséquences de ce qui s'est passé, nous on dit, du fait qu'on n'a pas voulu vraiment faire un retour d'expérience et aller au fond à la fois de ce qui s'est passé de remarquable et qui valorise notre démocratie et puis ce qui a été la catastrophe, c'est parce qu'il n'y a pas eu, j'allais dire, ce moment où on se met d'accord sur ce qu'on n'acceptera plus. Et je dirais que nous, on sera aux côtés, en tous les cas, l'espace éthique. Alors, je ne sais pas si on parlera de transgression, on verra quel terme qu'on emploie, mais je sais qu'il y a des choses qu'on n'acceptera plus parce que les discussions qu'on a eues, et je termine sur ce point, avec les familles, à travers toutes les rencontres, y compris quand on s'est retrouvés, j'ai raconté à l'équipe, il y a un peu plus de 2 semaines, à Saint-Sulpice, je ne sais pas si vous êtes au courant, où il y avait un requiem, donc qui était hommage aux victimes, enfin on appelle les victimes, peu importe ce qu'on appelle, en tous les cas, et qu'il y a un professionnel qui nous a interrompus, alors que Stéphanie Bataille se contentait de dire ce que vous avez dit. Il y a une réalité, sans passion, mais avec sa vérité humaine de quelqu'un qui a perdu un être cher dans des conditions qu'elle trouve inacceptables, et qu'on a un professionnel qui l'a interrompu. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé dans une espèce de polémique qui n'était pas du dissensus organisé, qui était une insulte faite supplémentaire à la mémoire de ceux qui étaient dans la souffrance. Voilà, je termine donc pour dire, je tenais quand même à le dire ici, on ne restera pas cette fois passif vis-à-vis d'une situation qui transgresserait par rapport aux valeurs les plus essentielles, dont on sait qu'on ne s'en remettra pas. Je veux dire, ce qui sera la trace indélébile, c'est quand même ce qui s'est passé. Et l'histoire des body bags, on a discuté aussi bien avec les familles qu'avec les gens des chambres mortuaires, c'est tellement à l'encontre de ce qu'est une société qu'il y a des moments donnés où on dit qu'il y a des inacceptables. Voilà, je me permettais juste cette réflexion pour pas que vous ayez le sentiment qu'on sera dans la mollesse. Oui. Je pensais à un moment qui était important dans cette crise, c'est le début de la vaccination. Je me souviens, on était, même nous, peut-être des directeurs d'EHPAD, et puis les autorités nationales, on était beaucoup sur le besoin de consentement, qui est absolument nécessaire, mais on s'est tous projetés sur un temps extrêmement long. Et en fait, nous, on a vu dans certains de nos EHPAD, dès l'instant où on a posé la question, et on a mis, pour présenter, les équipes ont présenté la partie opérationnelle de la vaccination, mais la leçon de vie, c'était que les résidents ont dit on veut se faire vacciner. Et on est là. Et c'est allé très vite. Et ce temps long, on s'est dit va falloir vraiment vérifier, est-ce qu'ils sont bien sûrs, est-ce qu'ils veulent bien et remonter. Et la leçon, elle était là. Oui, on veut se faire vacciner. Oui, parce qu'on en a vu d'autres. Et oui, parce qu'on veut un retour à la vie normale. Et ça, cette leçon, il faut qu'on s'appuie dessus pour effectivement qu'on l'ait bien. Et on le voit. Les vies,
Emmanuel Hirsch disait que souvent, avant la crise, quand on parlait des EHPAD, on en parlait mal. C'est parce que quand il y avait un cas souvent de maltraitance, c'est ça qui faisait que les gens étaient intéressés. Sinon, c'est un milieu qu'on ne veut pas voir, qui n'intéresse pas grand monde. Mais là, quand on voit le foisonnement d'activités, d'acteurs associatifs qui interviennent, on voit là l'entrée des services civiques, de la jeunesse auprès des résidents des EHPAD. Enfin, franchement, il y a une vie qui est assez riche et partagée par tous, et les résidents en premier. Donc oui, on va se mobiliser pour que ça perdure tout à fait. Merci beaucoup.